Alors, bonsoir, vous m'avez demandé d'approfondir certaines choses au sujet de la passion. Vous m'avez demandé, mais pourquoi la personne va vouloir générer des stimuli, qu'est-ce qu'elle recherche au final si elle n'est pas en mesure de m'aimer. Euh, pour reprendre de manière un peu PowerPoint ce que je vous ai expliqué dans les deux vidéos sur la passion, c'est que la passion, c'est donc une phase, on l'aura bien compris, c'est une phase de transition dans la création de sentiments et dans la permanence, c'est-à-dire l'installation des sentiments. Ce n'est pas de l'amour à proprement parler, c'est une des phases dans laquelle l'amour peut s'exprimer, on va dire ça comme ça. Et la passion, c'est avant tout une phase intense qui repose beaucoup sur de la sensorialité et des projections. Ça, on a compris. Euh, Ce que vous ne comprenez pas apparemment, c'est pourquoi la personne qui nourrit de la passion fait ça. J'ai abordé la notion de figure représentative, parce que ça, je le ferai dans une autre vidéo, parce qu'une personne qui est davantage attachée à ces représentations de la réalité plus qu'à l'expérience réelle de la réalité, est une personne qui va avoir besoin de se sentir à l'aise dans les situations qu'elle vit. Et pour cela, elle va soit identifier un schéma qu'elle va essayer de retrouver dans la réalité pour pouvoir nager en terrain conquis, ou alors elle va faire en sorte de reproduire ce schéma dans lequel elle se sent en sécurité dans sa tête pour pouvoir se laisser aller d'un point de vue émotionnel à l'expérience qui lui est proposée. Donc en gros, vous avez des personnalités qui ont vraiment besoin, pour se sentir en sécurité intérieure, d'avoir des cadres de projection. Et ce sont ces cadres de projection qui vont faire qu'une personne, pour ressentir de l'émotionnel, euh, va faire en sorte que elle puisse identifier un lien dans ces cadres-là uniquement. Donc par exemple, c'est un petit peu comme un garde-fou. En somme, c'est comme si vous étiez en maillot devant certaines personnes que vous ne vouliez pas qu'on vous voit. Alors que si vous êtes seul dans votre chambre, ça ne vous dérange pas que d'être en maillot, parce que personne ne vous voit. Ben, d'un point de vue émotionnel, c'est un peu la même chose. Il y a des individus qui ont besoin de certains types de scénarios pour pouvoir s'adonner à certains types d'émotions. Et ça, par exemple, ça peut aussi vous aider à comprendre pourquoi certains hommes choisissent certaines femmes et pas d'autres. Alors qu'ils sont amoureux d'une femme, ils vont choisir une autre pour construire un projet de relation. Alors que, par exemple, vous estimez que la personne choisie est moins bien que vous. Ça, je l'expliquerai bien dans une vidéo sur la notion des triangulaires et de l'ascendance psychologique. Donc ça, c'est une vidéo à venir aussi. Pourquoi un homme est sous emprise psychologique? Sur quoi repose l'emprise? Donc on le sait, le triangle, etc. Bon, ça, on ne va pas revenir dessus. Mais c'est un petit peu plus subtil que ça. Et moi, j'aimerais bien que tout le monde comprenne pour éviter que ça génère de la blessure et un sentiment de rejet. Donc ça, je le ferai dans une autre vidéo, mais tout est en lien. Sachez voilà, que les personnalités plus représentatives, ce sont des personnalités qui ont besoin d'identifier des schémas au préalable. Et du coup, ce sont des schémas en quelque sorte de dépendance parce que ce sont des schémas qui génèrent des besoins parce que la personne se sent en sécurité et qu'elle n'arrive pas à générer de sentiments de sécurité en s'adaptant à un schéma improvisé. En gros. Je ne sais pas si c'est clair, vous me direz, mais c'est élémentaire de le comprendre. Donc, des individus qui ont besoin de schématiser la réalité pour accéder soit à un sentiment de sécurité, soit à un sentiment sensoriel, parce que la permanence des émotions, donc la durabilité et la stabilité des émotions ne se fait pas. Ou alors parce que ces individus ne se sentent pas assez en sécurité intérieure pour pouvoir être en mesure de traiter une information extérieure imprévisible ou complexe. Donc ça renvoie un petit peu à ce que je vous avais expliqué, hein. C'est assez spécial, mais j'essaierai de donner des détails de manière plus structurée dans d'autres vidéos plus étayées. Là, on est vraiment sur des discussions ouvertes, des présentations, quelque chose à écouter en fond d'oreille. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais rajouter sur les passions. Et nota bene aussi, quand je vous dis qu'une personne est incapable de vous dire qu'elle vous aime, c'est dans le sens où une personne n'est pas capable de vous dire qu'elle vous aime une fois qu'elle sort de la phase d'illusion. Ça aussi, j'ai pas assez précisé. Mais sachez qu'une personne peut être folle de vous, être sincère, c'est-à-dire vraiment y croire et adhérer à ses émotions,
même vous le verbalisez, sans pour autant que ce soit profondément le cas. Et c'est ça l'aspect un petit peu pervers de la passion, c'est que la personne se laisse un petit peu aller à une forme de schéma et de fantasme de ses propres émotions et de la personne. Donc elle peut vous aimer de manière fulgurante, si vous voulez, et puis derrière développer des mécanismes complètement apathiques, donc pervers, c'est-à-dire désadaptés. Ça veut dire qu'elle ne sera pas en mesure de traiter, de gérer votre propre dimension émotionnelle. Et pour ça, la personne est soit dans le mutisme, donc dans le rejet, elle perd le fil, elle n'est plus en mesure d'exprimer ce qu'elle ressent ou de faire le lien avec vous. Et c'est une personne qui souvent a un intérêt anxiogène assez élevé. Donc des personnes qui sont très tournées sur leur passé, sur leur présent, ou alors sur des grandes idéalisations futures. Pas forcément une projection future ordonnée et pragmatique, c'est-à-dire au fur et à mesure. Ce sont des personnes vraiment qui vont être dans une forme de fantasme de votre personne, de la relation, de leurs émotions et fantasmes du futur. En sachant que souvent dans ces fantasmes de futur, il n'y a pas de pont solide ou de passerelle réaliste entre le présent et la manière d'accéder à ce futur magnifique où on se marie, on est heureux et on s'aime pour toujours. Donc ça, c'est super important. L'apathie, c'est vraiment cette incapacité à témoigner de l'empathie. C'est l'absence d'empathie. Ce qui veut dire qu'une personne, lorsqu'elle est submergée par ses propres émotions, ne va pas être en mesure de traiter votre sphère émotionnelle, donc de gérer votre propre sphère, ni même, au préalable, de ressentir une quelconque forme de compassion. Parce que en étant complètement en rupture avec vous, elle ne sera pas en mesure de regarder de votre direction et de regarder de votre côté émotionnel. Et ça, ce que j'expliquais dans les 2 vidéos sur la passion, partie 1, partie 2, si vous voulez, c'est un petit peu le déclencheur d'alerte de la personne qui est expulsée du schéma passionnel. C'est ce qui fait souvent que l'individu se ferme et repasse quelques mois après à un autre schéma de passion. Quand je vous dis également qu'une personne est souvent assujettie à la passion quand elle est sur un bord représentatif, ça veut dire que, paradoxalement, une personne qui a beaucoup de schématisation, c'est une personne en quelque sorte qui, dans sa tête, suit un ordre, on va dire, préétabli d'étapes de vie. Et souvent, les personnes qui sont très représentatives et qui, par exemple, à la fin de leurs études, se marient avec leur amoureuse de jeunesse, qui font des enfants avec et puis d'un seul coup se mettent en dissociation, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus du tout connectées parce que émotionnellement, elles ne sont pas en mesure de traiter la charge émotionnelle et complexe. Ben, ces personnes-là, lorsqu'elles subissent leur séparation, parce qu'elles sont rarement à l'initiative des séparations, parce qu'elles sont dépassées par la réalité, si vous voulez, ces personnes, elles seront en recherche de stimuli puissants parce que la passion, dans ce cas-là, elle ressort comme un contenant. C'est-à-dire qu'elle donne un cadre. C'est comme si cette personne, elle était un petit peu ensuquée et que vous veniez avec la passion la pincer. Donc en fait, c'est un rappel. C'est pour ça que je vous expliquais de manière un peu épurée que une personne, dans ces moments-là, elle va rechercher vraiment une forme de stimuli sensoriel. Vous la réanimez par le biais de la passion. Pour autant, elle ne sera pas en mesure de dépasser ce stade de représentation et de stimuli parce que la permanence émotionnelle, elle, n'est pas sollicitée. Ce qui va être sollicité, c'est l'intensité émotionnelle et le cadre de projection. C'est-à-dire la manière dont cette personne va vous représenter et dont va représenter sa personne ou la relation. C'est-à-dire souvent sur un bord présent ou rêvé, fantasmé. La différence entre un fantasme et un projet. Un fantasme, c'est une projection qui n'a pas de bord pragmatique de réalisation. Ça veut dire qu'un fantasme, vous pouvez très bien le réaliser, ce n'est pas l'objet. Par contre, quand vous allez formuler votre fantasme, vous n'allez pas générer un ensemble de décisions, de comportements pour accéder à sa réalisation. Donc un fantasme, c'est une projection qui n'induit pas de positionnement concret dans la matière. Un projet, ça a une nature et une composante plus concrète parce qu'elle induit le positionnement dans le factuel, dans les faits, dans la réalité, et elle induit la mise en place de projets avec un indicateur spatio-temporel. Ça, c'est vraiment le différentiel. Quand une personne vous dit qu'un jour, elle sera vôtre, c'est un fantasme. Par contre, si une personne vous dit
je vais mettre en œuvre telle chose ou à tel moment, je prendrai telle décision. Vous êtes sur un registre de projet. Pour savoir si ce projet est réalisable, il faut vous référer à 2 aspects. La notion de faisabilité. Est-ce que la personne est cohérente dans ce qu'elle vous annonce et les éléments de pratique dans ses comportements qu'elle met en œuvre? Et est-ce que le caractère de faisabilité repose bien sur le libre choix? Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une personne peut très bien se référer à un événement extérieur pour prendre une décision qui lui incombe. Et à ce compte-là, encore une fois, quand une personne se positionne en lien avec un externat, donc en lien avec un facteur extérieur, la probabilité qu'il y ait des vecteurs imprévus qui se rajoutent devient beaucoup plus grande parce que le seul prisme de contrôle de la personne n'est pas joué. Vont rentrer en ligne de considération d'autres éléments qui ne seront pas à la portée de l'individu qui les propose. Donc en quelque sorte, c'est une manière de potentialiser le risque de déresponsabilisation de la personne. Si je vous dis que j'attends de gagner 100 000 euros au loto pour, je ne sais pas, investir dans une nouvelle baraque, admettons, ben, c'est un projet, je gagne au loto, j'investis dans une maison, donc ça apparaît comme un projet. La vraie question, c'est est-ce que je suis en mesure de gagner 100 000 euros au loto? Et quand est-ce que je vais gagner au loto? Est-ce que je pourrais un jour investir dans cette maison? Donc toujours avoir en tête la notion de faisabilité et la notion de pragmatisme, c'est-à-dire le ratio entre la part fantasmée et la part de faisabilité de la réalité. Voilà. Ensuite, j'ai fait une autre vidéo qui parle de la dépendance affective. Et du coup, la passion aussi peut avoir bien entendu un parallèle, une passerelle assez significative dans la notion de dépendance. Parce que, encore une fois, quand on est sur un registre de stimuli, on développe des mécanismes d'accoutumance. Ce qui veut dire que quand on est génératrice d'une intensité, après il y a une redescente. Et cette redescente, souvent, qui génère de l'anxiété, de l'angoisse et du repli sur soi, en fait, va pousser l'individu à être en recherche de cet état à nouveau. Donc encore une fois, on n'est pas sur une pleine maîtrise holistique et globale de l'individu face à un état émotionnel complexe. On est uniquement sur un registre cible et restrictif de sensations et de stimuli. Ce qui veut dire qu'on favorise les cadres et donc les dépendances. Et du coup, la formulation de demande en lien avec un cadre et une recherche du coup exacerbée parce que la stimulation est telle qu'on va être en recherche après, par exemple, une souffrance ou une difficulté. J'ai évoqué le cas d'Eric et de son divorce. Là, par exemple, Eric, il va du coup être vraiment galvanisé par la passion. Et qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il va se connecter à ses émotions, il va se prendre le contre-coup de son divorce. Et là, boum, non, je ne suis pas prêt à recréer du lien. Et puis, il va redémarrer notre relation. Et là, waouh, c'est magique, j'adore se sentir ça. Et puis, boum, dès qu'il va commencer à intégrer la dimension de l'autre et se reconnecter à des émotions plus profondes, boum, les émotions d'avant, elles vont lui revenir en boomerang. Et du coup, ça va générer comme ça un état un petit peu, je dirais, d'addiction et de dépendance affective parce que la personne va rechercher les états confortables, stimulants, positifs et ne va pas forcément voir dans ces états de confusion un appel à transcender ses blocages et ses représentations. Merci.